Est-ce que le yoga et la méditation m'ont vraiment soigné des troubles du comportement alimentaire? Quelle est ma relation aujourd'hui avec la nourriture? Je vais vous répondre avec toute honnêteté à ces deux questions. Suite à ma dernière vidéo dans laquelle je vous expliquais ce qu'était le stress, ce qu'était l'anxiété, et comment le soigner en profondeur, je vous ai aussi fait part un petit peu de mon histoire et je vous ai surtout expliqué que ce qui m'avait vraiment aidé à me sortir de l'anxiété, c'était la méditation de pleine conscience et le yoga. Et suite à ça, vous m'avez beaucoup posé de questions, vous m'avez notamment demandé si aujourd'hui je n'avais plus du tout d'anxiété, comment était aussi ma relation à la nourriture, parce que je vous expliquais qu'une des manières avec lesquelles l'anxiété s'était manifestée chez moi, c'était notamment les troubles du comportement alimentaire que j'ai vécu de mes 15 ans jusqu'à mes 25 ans. Et donc, vous m'avez beaucoup demandé si, à l'heure d'aujourd'hui, je pouvais attester à 100% que la méditation et le yoga m'avaient véritablement soignée, et surtout si oui, j'étais véritablement soignée ou pas. Je vais tout vous réexpliquer, mon cheminement, comment je me suis soignée au fur et à mesure, et vous allez comprendre comme ça quelle a été la place et le rôle de la méditation et du yoga dans ma guérison. Déjà, si vous ne connaissez pas mon histoire, j'ai d'abord fait de l'anorexie à l'âge de 15 ans jusqu'à mes 16 ans, et de mes 16 à 18 ans, j'ai fait de l'orthorexie, c'est-à-dire que je mangeais, mais je contrôlais tout ce que je mangeais et je faisais énormément de sport dans le but quand même d'avoir un contrôle assez permanent sur mon corps. Mais je remangeais, donc j'étais plus dans un stade d'anorexie. Et quand j'ai commencé mes études de médecine à 18 ans et que je suis partie à Nancy seule pour étudier, et bien là j'ai pu réussir en fait à avoir le mode de vie que j'avais avant et ça s'est transformé en hyperphagie. L'hyperphagie, c'est comme la boulimie, c'est-à-dire qu'on fait des crises où on mange de manière complètement incontrôlée, sans réussir à s'arrêter. On ne se fait pas vomir derrière. Donc c'est ça la grosse différence avec la boulimie. La boulimie, il y a l'acte de vomissement derrière. L'hyperphagie, il n'y a pas de vomissement, soit parce que ça nous dégoûte, soit parce qu'on n'y arrive pas. Mais il va quand même y avoir un mécanisme de compensation derrière qui peut être de l'activité physique très intense ou une alternance de jeûne, de méthodes drastiques d'alimentation et derrière on va refaire des crises, etc. etc. Et donc, quand j'ai commencé mes études avec le stress, je suis entrée dans ce cercle vicieux-là de l'hyperphagie. Au début, j'arrivais plutôt bien à contrôler, c'est-à-dire que je faisais quelques crises par-ci par-là le week-end. Au début, c'était en fin de repas et puis après, c'était entre les repas, mais toujours le week-end. Et quand je repartais dans mon studio la semaine pour étudier à Nancy, et ben là, je reprenais un mode de vie drastique avec une alimentation très carrée et du sport. Et du coup, ça m'arrivait de prendre parfois 2 kilos durant le week-end et je les reperdais sur la semaine. Alors bien évidemment, c'est pas 2 kilos de gras. Quand on fait des crises d'hyperphagie, vous ne prenez pas que du gras, il y a aussi énormément beaucoup de rétention d'eau. Mais en tout cas, voilà, il y avait un delta à chaque fois de plus ou moins 2 kilos. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans mes études, que la pression a augmenté, que le stress a augmenté, j'ai fait de plus en plus de crises et ça s'est accentué dans le sens où c'était plus du tout que le week-end, j'en faisais aussi la semaine et ça a commencé à me faire peur. Donc j'ai commencé à aller voir des psychologues sur Nancy, des psychologues qui étaient soi-disant spécialisés dans les TCA. Alors désolé, ça me fait rire aujourd'hui. Si vous êtes psychologue, c'est pas du tout contre vous, mais franchement, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis beaucoup plus spécialisée que les psychologues qui se disaient spécialisés dans les TCA que j'ai pu voir. Quand j'y repense, ça me fait rire et en même temps ça me dépite parce que ça m'a juste fait perdre du temps et de l'argent. Mais en tout cas, j'étais dans cette démarche de vouloir m'en sortir. Donc je suis allée voir plusieurs différents thérapeutes et à chaque fois j'étais un petit peu dépitée parce que force est de constater que ça ne m'aidait pas du tout. Et donc l'hyperphagie s'est accentuée, si bien qu'à un moment donné, je n'ai plus du tout réussi à contrôler les choses. J'étais fatiguée, j'étais de plus en plus angoissée, j'étais de plus en plus frustrée et dépitée et dans l'incompréhension de me dire que j'allais voir des professionnels qui eux-mêmes ne me comprenaient pas et ne réussissaient pas à m'aider. Donc j'ai commencé, si vous voulez, un petit peu à entrer dans un
un trou noir de me dire mais merde, en fait je vais jamais réussir à m'en sortir. Et ça, couplé avec le stress des études, ça a été infernal pour moi et j'ai donc descendu dans une grosse dépression. Donc j'ai lâché complètement les rênes et en fait je ne contrôlais plus rien du tout. Ma vie se résumait à faire des crises d'hyperphagie, j'en faisais parfois plusieurs dans la journée, vraiment au point parfois de me mettre dans des états catastrophiques. Et donc j'ai fait une grosse dépression, j'ai pris 20 kilos en l'espace même pas 3 mois. En même pas 3 mois, j'avais pris 20 kilos. J'ai été déscolarisée. Je suis allée en hôpital psychiatrique, mais pas en hospitalisation. En fait, j'y allais en hôpital de jour pour consulter une psychiatre qui a bien évidemment voulu me proposer des antidépresseurs et des anxiolytiques, ce que j'ai catégoriquement refusé. Parce que selon moi, ça n'allait pas me soigner en profondeur. Et donc, même si j'avais à l'époque des idées suicidaires et que j'étais au fond du trou, j'ai refusé la prise des médicaments. Et à ce moment-là, je continuais de faire beaucoup de recherches par moi-même. J'étais vraiment très investie, je voulais vraiment m'en sortir. Faut savoir vraiment que les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas de volonté, bien au contraire, elles ont énormément de volonté, de motivation, c'est juste qu'elles n'ont pas les bonnes ressources pour réussir à s'en sortir. Et donc j'ai à la fois fait un gros travail d'investigation de mon côté, j'ai lu énormément de livres sur le développement personnel, la psychologie positive, je m'intéressais énormément aussi à l'énergétique, donc je m'intéressais à différentes visions holistiques, énergétiques du corps et de l'esprit, et ça m'a énormément aidée. Et en parallèle à ça, j'ai commencé à aller voir un petit peu des thérapeutes alternatifs. Donc j'ai vu à l'époque une naturopathe qui faisait du shiatsu, j'ai vu une psychologue qui faisait de l'EFT, j'ai vu aussi une énergéticienne. Et c'est cette énergéticienne-là qui m'a dit à un moment donné, mais tu sais, tu devrais aller voir Saïd. Je pense que Saïd pourrait t'aider. Et en fait, Saïd, c'est un psychologue qui fait de l'hypnose. Et je l'ai appris bien plus tard en échangeant avec lui que lui aussi avait vécu les troubles alimentaires et je pense sincèrement que c'est pour ça que ces séances d'hypnose ont été aussi efficaces sur moi. C'est parce que tout simplement en fait il savait les mécanismes internes beaucoup mieux qu'un autre psychologue qui n'avait pas vécu les TCA. Je vous dis ça mais attention, moi quand j'ai vécu ça et que j'ai consulté ces thérapeutes-là, c'était il y a quoi ? Il y a 10 ans. Donc je pense qu'en 10 ans quand même, la recherche a évolué parce que même moi je vois que maintenant il y a beaucoup plus d'accompagnement autour des TCA qui ne reposent plus sur ce qui reposait dans le passé quand moi j'avais mes troubles alimentaires. Donc certainement que les thérapeutes sont mieux formés, mais en tout cas moi je pense quand même qu'à cette époque Saïd avait ce truc en plus. Et c'est ce qui fait qu'il a pu, en tout cas, m'aider à me sortir de ma dépression et à me sortir de mes troubles alimentaires. Donc en fait, quand je suis allée voir Saïd, je me suis dit, déjà le courant est très bien passé avec lui. J'ai senti vraiment qu'il avait une compréhension beaucoup plus fine de ce que je vivais que les autres thérapeutes que j'avais vus. Et donc je me suis dit, lui, je continue de le voir jusqu'à ce que j'aille mieux, jusqu'à ce que les crises d'hyperphagie soient anecdotiques dans ma vie. Et donc c'est ce que j'ai fait et ça a fonctionné, c'est-à-dire que le travail avec Saïd plus moi tout ce que je faisais à côté, mes recherches, le développement personnel, tout ce que je lisais, tout ce que j'écoutais, etc. et tout ce que je mettais en place, les deux conjointement, ça a fait que j'ai réussi à m'en sortir. Donc Saïd, lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Quand j'allais le voir, il me faisait soit de l'EFT, de l'EMDR et des écoutes d'hypnose. Donc on a fait de l'hypnose à la fois en cabinet, à la fois il m'envoyait des écoutes d'hypnose et donc tout ça mis bout à bout, ça m'a aidé petit à petit. Donc petit à petit, j'ai réappris à aimer mon corps, j'ai réappris à ne plus vivre dans le futur et dans les projections et à revenir dans le moment présent. Et ça m'a aidé, tout simplement aussi à retrouver une relation différente avec la nourriture. Et puis, et en fait, j'ai fait tout mon cheminement de soins avec lui durant une année un peu sabbatique parce que quand j'ai fait ma dépression, c'était en 2013. L'année scolaire 2013-2014, j'ai fait ma dépression, j'ai été déscolarisée et donc à ce moment-là, j'ai fait en sorte juste de valider mes écrits, mes examens écrits.
Et la scolarité et surtout ma professeure principale et le directeur de l'école de kiné à l'époque m'avaient dit « Écoutez, Madame Frey, au vu de tout ce que vous venez de vivre, prenez votre temps. Une année, c'est rien. Vous verrez, une année dans une carrière de kiné, c'est rien du tout. Prenez cette année sabbatique pour vous. Prenez le temps. Vous faites juste vos 2 stages pour valider votre diplôme avec votre mémoire. Et à côté, vous vous soignez. » Et donc, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et puis quand ils m'ont proposé ça, franchement, j'ai senti que ça allait m'alléger de pas mal de choses. Donc, j'ai accepté. Et donc, du coup, en l'année 2014-2015, j'ai fait donc tout ce cheminement de psychothérapie avec Saïd. Et comme j'avais énormément de temps libre, je me suis énormément instruit avec des lectures, des vidéos, comme je vous disais, sur le domaine de la santé holistique, du développement personnel, de la naturopathie, etc. Enfin, ça me passionnait et ça m'a énormément aidée. Donc voilà, et en fin 2015, juin 2015, j'ai mon diplôme. Dans le même temps, je rencontre mon chéri, je me sens beaucoup mieux, plus épanouie. Déjà, je ressens un stress énorme qui s'enlève parce que forcément, il n'y a plus le stress des études. Et donc, à partir de là, j'ai retrouvé vraiment une relation qui était quand même beaucoup plus saine avec la nourriture. Et c'est à ce moment-là aussi, une fois que je termine mes études de kiné, et que je commence à travailler, que je commence à m'intéresser à la médecine chinoise. Je commence une formation en médecine chinoise et je commence également à m'intéresser au yoga. Et en fait, le yoga, c'est assez intéressant. Le yoga, je m'y suis mise pas tellement parce que c'était quelque chose d'holistique. Je l'ai découvert bien après. En fait, le yoga, je m'y suis intéressée parce que je me suis dit, mais c'est fou, toutes les nanas que je vois sur les réseaux, dans les magazines, qui font du yoga, ce sont des nanas qui dégagent quelque chose. Mais en fait, vous voyez, quand je regardais les nanas sur les magazines qui faisaient du yoga, de la méditation, elles dégageaient quelque chose qui m'attirait. Elles dégageaient une sorte de paix intérieure, de luminosité, de joie, d'alignement. En fait, c'est vraiment ça qui m'a attirée vers le yoga et qui m'a donné envie de m'y intéresser. Donc j'ai commencé, je me souviens, j'ai pris un premier cours en région parisienne, c'était avec ma collègue de l'époque. Et ça a juste été fabuleux pour moi parce que au début, franchement, le premier cours de yoga, je me suis demandé ce que je faisais là. Je me suis dit, oh là là, ça va être long. Ça va être méga long. Et en fait, je pense que la prof l'a vu parce qu'elle m'a dit pose ton attention sur ton souffle. Dans chaque posture, compte tes respirations, reste sur ton souffle. Et en fait, ça m'a énormément aidée à entrer dans la pratique et je me suis à la fin, au moment de la posture finale du Shavasana, ça a juste été l'extase incroyable. Et donc à partir de là, chaque jour, j'ai pratiqué le yoga. Et en fait, à cette époque-là, donc on n'habitait pas ensemble avec mon chéri, ça me stressait quand même pas mal. Et donc en 2016, j'emménage avec lui en région parisienne. Donc là, c'est un grand chamboulement dans ma vie. Et à ce moment-là, j'observe que je ne fais pas des crises d'hyperphagie, mais quand même, j'ai de nouveau des comportements compensatoires avec la nourriture. Et je me dis, tiens, finalement, t'étais pas 100% guérie, quoi. C'est-à-dire que je l'étais à 80%, il n'y avait plus d'énormes crises, mais il y avait quand même ce petit comportement d'aller s'apaiser en allant chercher de la nourriture sans forcément qu'il y ait une faim physique qui s'exprime et en allant toujours chercher des aliments qui sont pas sains pour la santé. Et donc ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et je me suis dit bon, mais c'était par vague en fait, c'était dès que j'avais un coup de stress ou un petit coup de moins bien ou de fatigue, hop, je me dirigeais vers la nourriture et je mangeais plus. Ça m'a quand même mis la puce à l'oreille, vous voyez, je me suis quand même dit tiens, c'est bizarre. Alors de temps en temps, je retournais voir Saïd, ça me faisait du bien. Mais je me suis dit, bon, c'est quand même un peu pénible parce que j'aimerais bien réussir à être autonome, quoi. Et en fait, j'ai continué le yoga. Alors ça me faisait énormément de bien. Je me rendais compte quand même que quand je pratiquais le yoga, mes journées après elles étaient un peu mieux. Puis au début, vous voyez, je faisais 10 minutes le matin, après je faisais 15 minutes, après 20 minutes, et puis après je me suis formée en cohérence cardiaque, donc je faisais du yoga, un peu de cohérence cardiaque. Et après je me suis formée en hypnose, donc j'ai aussi intégré l'auto-hypnose dans ma routine. Et puis une fois que je me suis formée en hypnose, je me suis dit,
Et puis, à cette époque-là, je me formais dans tout ça et je faisais aussi en parallèle des petites formations de yoga. Et donc, je découvrais de plus en plus la méditation et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien savoir c'est quoi la différence entre la méditation et l'hypnose. Donc, j'ai cherché une formation de méditation et j'ai découvert le docteur Sophie Maffolini qui s'était soignée de l'anorexie avec la méditation de pleine conscience. Et je me suis dit, tiens. Et donc, elle proposait une formation pour les professionnels qui voulaient se former à la méditation de pleine conscience. Et donc, je l'ai contactée. Elle m'a dit, il n'y a pas de souci si tu veux faire la formation, mais par contre, avant, il faut que tu fasses mon programme de 8 semaines de réduction du stress par la méditation. Alors, je rigole à chaque fois parce que j'y suis allée vraiment en me disant, oui, de toute façon, je suis pas anxieuse, mais pourquoi pas, je vais le faire. Et donc, je l'ai fait avec vraiment l'esprit très curieux, très investi. Vous savez, la Vierge bien organisée. Je suis Gémeaux ascendant Vierge, mais je peux vous dire que chez moi, l'ascendant, on le sent quand même bien. Et donc, voilà, j'ai fait les choses vraiment de manière un peu militaire en me disant, c'est pour ma formation, donc je fais les choses carrées, en profondeur, comme il faut. Et donc, je fais le programme. Et là, ça a été juste incroyable. Ça a été juste incroyable parce que donc fallait méditer 30 minutes 30 à 45 minutes par jour. Et donc moi à l'époque j'avais déjà une routine de yoga qui était bien installée de 30 minutes et donc tous les matins je me levais à 6 heures, je faisais 30 minutes de yoga, 30 minutes de méditation et je peux vous dire qu'après j'allais travailler au cabinet, à l'époque j'étais encore kiné, mes journées n'étaient plus les mêmes. C'est-à-dire que j'étais plus du tout la même, j'étais beaucoup plus apaisée, j'étais beaucoup plus dans le moment présent, je me dirigeais moins vers la nourriture, alors que c'était la période où on venait justement d'apprendre quand même que papa était malade. Et donc ça a été vraiment hyper bluffant pour moi et j'ai terminé les 8 semaines de programme en me disant genre c'est révolutionnaire quoi, genre ça m'a profondément changé et je sens que ça peut me changer encore plus. Et donc j'ai continué tout en faisant la formation professionnelle avec Sophie. Et à partir de là, j'ai vraiment pris conscience d'énormément de choses. J'ai pris conscience que toute ma vie, tous les symptômes que j'avais eus, c'était de l'anxiété, alors que j'en étais pas consciente jusque-là. Donc ça veut dire que j'avais vécu quand même les 27 premières années de ma vie sans avoir conscience que j'étais anxieuse. Donc ça, c'était quand même assez fou pour moi. Et surtout, je comprenais aussi que les troubles du comportement alimentaire que j'avais eus, c'était à cause de cette anxiété en fait. Et que là, en apaisant mon anxiété, en allant travailler à la source de mon anxiété, en changeant mes conditionnements automatiques, en changeant ma manière de penser, parce que quand on médite, on devient plus conscient, on devient plus présent à ses pensées, à ses conditionnements, à ses émotions. Et donc, on se dirige moins vers des mécanismes externes pour s'apaiser, comme la nourriture, le tabac, l'alcool. Et donc, pour moi, ça a juste été révolutionnaire. Et j'ai vraiment considéré que j'étais complètement soignée l'année de mes 27 ans, là, quand j'ai fait le programme avec Sophie et où j'ai vraiment constaté que je n'avais plus du tout le même comportement avec la nourriture. C'est-à-dire que autant quand ça allait bien que quand ça allait mal, que j'étais fatiguée, stressée, je n'avais plus la même manière de manger. Je ressentais la faim et la satiété beaucoup plus fort, même si avant, avec tout le travail que j'avais fait, je sentais bien. Et là, c'était encore plus prononcé. Et vraiment, quand tu pratiques le yoga, la méditation, tu développes en fait des autres ressources pour t'apaiser. Et donc, si tu t'apaises naturellement, tu n'as plus besoin après de te diriger vers la nourriture ou l'alcool ou le tabac pour t'apaiser. Et donc, c'est de cette manière-là que j'ai vraiment réussi à me soigner complètement avec la nourriture. Et en toute honnêteté, depuis, je n'ai plus refait de crise alimentaire ni de compulsion où j'ai besoin d'aller me diriger vers quelque chose de mauvais pour apaiser un stress ou une anxiété. Bien évidemment que parfois je mange des choses qui sont pas saines, mais c'est pour me faire plaisir. C'est aussi bien quand je vais bien que si j'ai mes règles et c'est toujours en conscience, c'est-à-dire que là où avant, par exemple, je vous donne un exemple, là où avant, quand j'avais mes règles avec la fatigue, l'anxiété qui sont plus à cette période-là,
je pouvais manger un paquet d'M&M's sans retenue. Bah là, je vais m'acheter un paquet d'M&M's et il va faire 2 mois ou 1 mois. Et je vais en manger, je sais pas moi, même pas une dizaine, et puis je repose le paquet. Vous voyez, donc c'est plus du tout la même relation à la nourriture. C'est vraiment différent. Et je l'ai beaucoup remarqué, j'ai beaucoup aussi remarqué que ça m'avait transformée, notamment avec les scénarios catastrophes. C'est ce que je vous expliquais dans la vidéo de la semaine dernière. Que une des choses aussi que je me suis aperçue, c'est que je faisais énormément de scénarios catastrophes en permanence, en permanence, en permanence. Sur tout et n'importe quoi, sur moi, sur mon chéri, sur ma famille, enfin sur ce qui pouvait m'arriver. Enfin bref, j'étais une championne pour ça. Quand j'ai médité, je me suis rendu compte, je me suis dit mais tiens, je me souviens, c'est quand je faisais le programme là justement du docteur Sophie, je me suis dit mais tiens, je n'ai plus de scénario catastrophe. Donc voilà. Pour vous dire honnêtement, ça m'a vraiment soignée en profondeur. Et même mon chéri, en fait, me dit mais t'es plus la même, ça t'a vraiment changé. On sent que voilà, t'es moins irritable, tu démarres moins au quart de tour, ton humeur, elle est plus stable. Enfin, le matin, quand je faisais ma pratique et que lui se levait après, bah, j'étais de bonne humeur, j'étais pimpante. Enfin, et je découvrais, en fait, vous voyez, je découvrais vraiment ce que j'avais déjà pu constater et ce que je recherchais en 2015 quand je me suis mise au yoga. Ce que je recherchais là chez les nanas qui transpiraient ça, vous savez, les nanas là qui transpirent la joie, la clarté, la luminosité, l'alignement, c'était ce que je recherchais. Et en fait, j'ai commencé à le vivre de l'intérieur et ça a été fabuleux pour moi. Et c'est pour ça aujourd'hui que je suis sur les réseaux, que je vous parle de santé holistique, que je vous parle de méditation, de yoga, que j'insiste autant là-dessus parce que autant quand on va voir un thérapeute, ça peut nous faire du bien. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas autonome. On a besoin de quelqu'un d'extérieur pour avancer. Alors qu'avec la méditation de pleine conscience et le yoga, en fait, tu travailles sur toi-même, tout seul, tu es autonome. Il faut qu'on t'apprenne à méditer à la rigueur, et c'est ce que je fais, c'est mon travail, je vous explique comment faire, je vous accompagne, mais après vous êtes autonome, vous faites votre truc tout seul et vous pouvez méditer tout au long de votre vie et continuer à évoluer, à vous transformer personnellement en profondeur tout au long de votre vie. Et ça, moi je trouve que c'est inestimable en fait, c'est juste fabuleux et c'est pour ça que j'ai à cœur de vous en parler autant. Pour autant, je dois vous dire que quand Arthur est né, l'anxiété est revenue. L'anxiété est revenue parce que déjà, je pense que quand tu as un enfant, c'est tout ton monde qui est bouleversé. C'est le grand bordel à l'intérieur de toi. Et en plus de ça, forcément, j'avais moins de temps pour pratiquer. Même si on s'organisait bien avec Gauthier. Il me laissait quand même le temps pour pratiquer parce qu'il sait que c'est vraiment indispensable pour moi, surtout quand on devient maman. Je lui avais dit écoute, le postpartum c'est quand même ardos. Je ne l'ai jamais vécu mais j'en ai lu quelques trucs donc j'aurais besoin de mes petits moments à moi pour pratiquer. Et il m'avait vu me transformer avec la méditation, donc il sait à quel point c'est important pour moi. Il m'avait dit oui, t'inquiète pas, on trouvera, on s'arrangera, je veux que tu puisses continuer à pratiquer, à faire ton sport, etc. Donc je pratiquais mais c'était pas pareil, c'était pas aussi longtemps. Et clairement, ça s'est ressenti. J'ai forcément des scénarios catastrophes envers Arthur, puissance 10. Et même encore maintenant, si j'ai des périodes où oui, alors clairement, c'est pas comme avant, hein, mais il y en a un petit peu. Et si je m'arrête de méditer, de pratiquer pendant plusieurs jours, ça peut revenir. Surtout s'il est malade ou qu'il y a un petit peu de travers. Mais là, sinon, ça va quand même beaucoup mieux. Je me suis beaucoup plus stabilisée. Arthur est un peu plus grand, il a 18 mois, donc ça va mieux aussi. C'est surtout au début, voilà. Et puis on dort, on dort bien. Donc là, je dirais que depuis 6-8 mois, ça va beaucoup mieux quand même. Ça va beaucoup mieux. Et voilà un petit peu. Donc c'est pour ça que je veux autant vous parler de méditation de pleine conscience. C'est pour ça que je suis convaincue que tout le monde devrait se mettre à la méditation. Ce qui me frustre vraiment, vous savez, c'est les gens qui disent « Ah, mais j'ai essayé, mais c'est pas pour moi ». Alors qu'en fait, ils n'ont pas véritablement essayé, ils n'ont pas fait le truc jusqu'au bout, ou alors ils n'ont pas fait les bons écoutes, on leur a pas expliqué concrètement c'était quoi la méditation, si c'était normal qu'ils aient des pensées ou pas, si c'était normal que leur esprit parte dans des rêveries ou pas, et qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions, enfin quand ça arrive. Et forcément, si on t'explique pas tout ça, tu peux te dire que la méditation, c'est pas pour toi, que tu n'y arrives pas. Alors qu'en fait,
si tu as un cerveau, tu peux méditer et tu peux obtenir tous les bienfaits que la méditation a à offrir. Une meilleure attention, une meilleure mémorisation, une meilleure capacité de présence, de réflexion, un esprit beaucoup plus clair, une posture beaucoup plus alignée, plus de confiance en soi parce que forcément, tu changes, tu te transformes, tu arrives à être mieux conscient de tes pensées. Tu sais que tu n'es pas tes pensées, donc tu arrives à prendre de la distance. Donc, je vous dis, il y a tout un mécanisme qui se met en place qui est quand même assez fabuleux. Donc voilà, et je profite de cette vidéo pour vous dire qu'il y a 2 choses que vous pouvez faire si vous avez envie de vous mettre à la méditation. Il y a d'une part mon défi gratuit de 7 jours de méditation. Je vous mets le lien juste en dessous. C'est un défi donc qui est 100% gratuit et chaque jour vous recevez une méditation d'une dizaine de minutes et le but c'est de vous faire méditer pendant 7 jours et que vous voyez les bienfaits sur vous, sur votre bien-être. Et vous pouvez, si vous avez envie d'aller plus loin, vous offrir mon coffret de méditation. C'est un petit programme qui s'appelle Méditer en toute simplicité, qui vous aide à découvrir ou à redécouvrir la méditation. Si vous avez déjà essayé et que vous vous dites non, c'est pas pour moi, j'ai déjà essayé, non, d'accord. Offre-toi ce petit programme-là et tu vas voir que si c'est fait pour toi, ça peut te faire énormément de bien. Et dans ce coffret-là, vous avez des vidéos et dans les vidéos, je vous explique justement c'est quoi la méditation, comment on s'installe, quel matériel il faut, est-ce que c'est normal d'avoir des pensées, qu'est-ce qu'on doit ressentir quand on médite, est-ce qu'il y a des méditations qu'on réussit et des méditations qu'on réussit pas, ou est-ce que c'est juste du fantasme. Je vous explique les différents types de méditation, comment bien vous installer, tout ça. Enfin bref, je vous explique vraiment tout pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est, que vous puissiez avoir confiance en vous pour démarrer la pratique et que vous puissiez tout simplement vous y mettre. Dedans, vous avez une 30aine de méditations guidées que vous pouvez télécharger et comme ça, après, vous les avez à vie sur votre téléphone ou votre cloud ou ce que vous voulez, mais comme ça, au moins, vous les avez à vie et vous pouvez méditer à vie avec les audios. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. J'espère sincèrement que cette vidéo aura répondu à vos questions. Encore une fois, j'ai essayé d'être la plus concise possible, mais force est de constater là que la vidéo va durer au moins 28 minutes. Mais voilà, c'est aussi pour ça que j'adore YouTube, c'est parce que je peux vraiment prendre le temps de m'exprimer en profondeur. C'est un petit peu comme des petits podcasts pour moi et d'ailleurs j'espère que vous les écoutez comme ça et que vous appréciez aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si vous aimez ce genre de vidéos, de contenu, qu'est-ce que vous aimeriez que je vous fasse comme vidéo. Et bien sûr, si vous avez des questions sur la méditation, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. Et puis, bien évidemment, abonnez-vous, parce que sinon, j'arrête les vidéos, les amis. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!